Ce soir, la taxe sur le carbone jugée constitutionnelle par la Cour suprême. Avec la professeure Nathalie Chalifour, on analyse l'impact de cette décision. Le Canada aurait pu être mieux préparé pour lutter contre la pandémie, selon la vérificatrice générale. Karen Hogan répond à nos questions. En attendant le budget fédéral, au tour du Québec de déposer son budget en temps de COVID. Retour sur les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. C'est une victoire importante pour le gouvernement Trudeau. La Cour suprême du Canada lui donne le feu vert pour imposer aux provinces sa fameuse taxe sur le carbone. Dans une décision majoritaire, le plus haut tribunal du pays juge que les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre sont clairement d'intérêt national, ce qui confère à Ottawa le pouvoir d'intervenir en la matière. La Saskatchewan, l'Alberta et l'Ontario contestaient la constitutionnalité de cette mesure avec l'appui d'autres provinces, dont le Québec. Voici d'abord les réactions. En résumé, la preuve démontre clairement que l'établissement de normes nationales minimales de tarification rigoureuse de gaz à effet de serre en vue de réduire les émissions de ces gaz présente un intérêt pour le Canada tout entier. Il s'agit d'une matière cruciale pour nous permettre de répondre à une menace existentielle à la vie humaine au Canada et dans le monde entier. Les conservateurs du Canada vont abolir la taxe sur le carbone de M. Trudeau. Nous allons protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques, mais nous n'allons pas le faire en obligeant les plus vulnérables à payer plus. Aujourd'hui, la Cour suprême a donné les nouvelles pouvoirs au gouvernement fédéral qui n'existent pas auparavant dans la Constitution canadienne. Ça nous inquiète. Mais quant aux questions de taxes sur le carbone, on va consulter les Albertains et les autres provinces, nos alliés, pour déterminer le meilleur politique au futur. Nathalie Chalifour est professeure agréée au Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour, professeur Chalifour. Bonjour. Donc, la Cour suprême du Canada juge que la loi du gouvernement Trudeau sur la tarification de la pollution, qui a été adoptée en 2018, elle est constitutionnelle, donc que la taxe sur le carbone n'empiète pas sur les champs de compétences des provinces. Certains parlent d'une décision historique pour le Canada. Est-ce qu'en effet, c'est une décision historique? Je crois que oui, parce que effectivement, on se posait la question de savoir si, en fait, la Cour suprême allait confirmer l'approche que le gouvernement fédéral a pris en établissant des normes nationales minimales pour la tarification du carbone. Et puis, ça a été confirmé aujourd'hui. Bon, l'environnement, on le sait, c'est comme la santé, c'est une compétence partagée entre Ottawa et les provinces. Mais il faut dire qu'à l'époque de la Constitution, où la Constitution a été écrite, il y a de ça plus de 150 ans, l'environnement n'était pas vraiment sur le radar comme il l'est aujourd'hui. Quel impact ça pourrait avoir sur la division des pouvoirs au pays? Parce qu'on vient de parler du fait que ça a un impact historique. C'est ça. Puis vous avez tout à fait raison que l'environnement, c'est un sujet qui est complexe, multidimensionnel. Alors, ça arrive assez souvent que la question de partage de compétences est posée dans le contexte de législation environnementale. Donc, c'est pas du tout surprenant. C'est la première fois qu'une loi pour le changement climatique a été contestée et a abouti à la Cour suprême. Et puis, c'est historique parce que plusieurs aspects, mais notamment la décision confirme qu'il y a une approche nationale à prendre pour lutter contre les changements climatiques, qui a un rôle clair pour le gouvernement fédéral, mais aussi qu'il existe toujours un rôle pour les provinces. Donc, la décision n'infirme pas du tout les champs de compétences provinciales pour lutter contre les changements climatiques. En fait, elle confirme l'approche que la loi fédérale a prise, c'est-à-dire d'agir comme un filet de sécurité pour juste assurer qu'il y a une norme minimale
partout dans le pays. Oui, parce qu'un des points importants de cette décision, c'est que justement, en jugeant que les changements climatiques sont d'intérêt national, la Cour suprême se trouve à juger que les changements climatiques, finalement, existent. La Cour statue qu'ils sont bel et bien réels. Jusqu'à quel point cet aspect-là de la décision, c'est important? Mais c'est intéressant parce que c'était pas contesté. Donc, même au cours d'appel, tout le monde était d'accord que le changement climatique est réel, qu'il cause des effets très, très graves. Et puis, le langage de la Cour suprême de la majorité est très fort, évidemment, à cet égard. Mais c'était pas ça qui était en jeu. Je pense que cette preuve-là était acceptée. Ce qui était vraiment en débat, c'est de comprendre quel rôle chaque niveau de gouvernement pourrait avoir. Puis aussi de considérer un argument qui avait été proposé par les provinces, qui a été rejeté par la Cour suprême, cette idée que si on confirme la possibilité du gouvernement fédéral d'instaurer une telle loi, ça voudrait infirmer des compétences provinciales. La Cour suprême a dit c'est pas du tout le cas. Il peut avoir un double aspect pour plusieurs éléments, incluant cette loi-ci. Donc, c'est tout à fait correct d'avoir des lois provinciales ainsi qu'une approche fédérale qui peuvent d'abord agir ensemble, en autant qu'il n'y a pas de conflit. Bon, toujours sur l'impact de la décision, est-ce que un jugement comme ça impose au Canada, ça lui donne finalement le fardeau express de lutter contre les changements climatiques? Et le pendant de ça, est-ce que ça enlève ce fardeau-là aux provinces? Bonne question. Je ne crois pas que ça crée nécessairement un fardeau. Ça clarifie qui peut faire quoi. Et puis, donc, je ne crois pas que ça ajoute un fardeau au gouvernement fédéral, ni que ça enlève un fardeau au gouvernement provincial, bien qu'il y a des litiges à venir au Canada en ce qui concerne l'interprétation de la Charte canadienne et puis la possibilité qu'il pourrait avoir un droit à un environnement sain éventuellement confirmé par nos tribunaux. Ça n'existe pas encore, mais là, peut-être on pourrait voir une obligation. Ceci étant dit, c'est certain que la Cour a été très claire que les effets du changement climatique sont très sévères. Donc, dans cette optique-là, c'est clair qu'il y a du travail à faire et la Cour nous a donné effectivement un message clair qu'il y a un rôle à jouer pour les deux paliers de gouvernement. Vous parliez des litiges à venir. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est le plus haut tribunal du pays qui vient de trancher. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, on l'a entendu, affirme qu'il va continuer à se battre contre la taxe sur le carbone. Qu'est-ce que les provinces peuvent faire de plus? Est-ce qu'il y a d'autres recours? Ce point-ci, sur cette question-ci, c'est terminé dans le sens qu'on n'a plus pu retourner aux tribunaux pour contester cette loi en particulier et sa constitutionnalité. Mais on a déjà vu que le gouvernement albertain, présentement, conteste d'autres lois fédérales. Donc, il y a déjà en cours un litige qui conteste la viabilité de la loi sur l'évaluation de l'impact. Ça a été entendu. La décision n'a pas encore été rendue. Ça pourrait se rendre à la Cour suprême aussi, cette décision. Certainement qu'on va suivre ça. Nathalie Chalifour, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. L'Agence de santé publique du Canada aurait pu être mieux préparée pour lutter contre la COVID-19. C'est ce que révèle le nouveau rapport de la vérificatrice générale. Le gouvernement fédéral aurait aussi ignoré 2 décennies d'avertissements pour améliorer ses systèmes de prévention en matière de lutte contre les pandémies et il aurait utilisé des outils technologiques de collecte et de partage d'informations désuets. Ce rapport a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi. Voici de nouveau Erin O'Toole. Monsieur le Président, selon le rapport de vérificateur général sur la préparation à une pandémie, c'est le gouvernement libéral qui a fermé le système mondial de surveillance. Il révèle aussi que Santé publique s'est appuyée sur un outil d'évaluation des risques non connu pour un risque de pandémie. Pourquoi ce gouvernement a-t-il éliminé les capacités d'alerte avant la pandémie de la COVID-19? La vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, est avec nous. Bonjour, Madame Hogan. Bonjour. D'abord, en ce qui concerne l'Agence de santé publique du Canada, vous constatez des lacunes dans sa préparation à la pandémie, des lacunes aussi dans la mise à jour des plans d'intervention et dans les échanges de données avec les provinces. Vous dites même que vous êtes découragé, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui en conférence de presse. Quelles sont exactement ces lacunes que vous avez constatées?
Alors oui, en effet, je suis découragée du fait que l'Agence de santé publique Canada n'avait pas adressé les lacunes à longue date. On a constaté des lacunes dans vraiment 4 domaines. Je vais faire un survol très rapide. Oui. Et de santé n'avait pas été mise à jour, mais plus important, le plan fédéral, provincial, territorial pour la réponse, la prévention n'avait pas été testé. On a constaté des lacunes dans des échanges d'informations avec les provinces, ainsi que des problématiques avec la technologie d'infrastructure pour gérer ces données. Nous avons remarqué un outil d'évaluation de risque qui n'était pas testé et ne considérait pas une pandémie. Et finalement, que l'Agence de revenus n'était vraiment pas préparée, n'avait pas envisagé administrer une quarantaine à l'échelle nationale. Oui, c'est quand même assez majeur. Quelles sont vos recommandations pour pouvoir éventuellement améliorer les choses? Alors, des grandes lignes, on a fait une recommandation vraiment plusieurs recommandations que l'Agence doit adresser les lacunes que ça fait depuis 1999 que nous avons noté des lacunes et fait des recommandations à l'Agence qu'il devrait aborder et adresser ces problématiques-là. Et qu'il devrait adresser vraiment la plus importante serait d'adresser l'échange d'informations avec les provinces et les territoires pour mieux gérer la réponse nationale. On a besoin des données qui sont en temps opportun et qui sont complets. Oui. Un autre point important de votre rapport, c'est le suivi des voyageurs qui sont entrés au pays pendant la pandémie. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs dans les médias et sur la surveillance du respect de la quarantaine. Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Ce que nous avons constaté, c'était que l'Agence n'avait pas envisagé ni planifié pour une quarantaine à l'échelle nationale. Et ils ont constaté qu'ils avaient un manque de capacité. Alors, ils ont été chercher de l'aide de d'autres ministères fédéraux, mais ils ont établi des cibles pour faire un suivi avec tous les voyageurs qui devraient respecter la quarantaine. Et ils n'ont, à cause des problèmes de données, pour être capables de rejoindre les voyageurs, ils n'ont pas pu confirmer que 2/3 des voyageurs, en effet, avaient respecté les exigences de la quarantaine. Oui. Et sur un autre sujet de votre rapport, vous vous êtes aussi intéressé aux programmes de soutien financier comme la PCU, par exemple, qui ont été déployés évidemment par le gouvernement fédéral au tout début de la pandémie. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème? Mais je vous demanderais aussi comme réussite au sujet de la pandémie, au sujet plutôt de la PCU. Alors oui, on a fait une audit sur la prestation canadienne d'urgence. C'est un soutien de revenus pour les particuliers. Nous avons constaté que le département de finances ainsi que l'Agence de revenus du Canada et Emploi et développement social Canada ont bien collaboré ensemble. Ils ont conçu et mis en œuvre un programme avec vitesse. Ils ont inclus quelques contrôles préalables au paiement et nous avons vu qu'ils se sont ajustés durant la pandémie pour mettre en place d'autres paiements. Mais ils ont mis vraiment une emphase sur la rapidité de supporter les particuliers et mis les contrôles post-paiement avec un gros emphase sur les contrôles de post-paiement. Et alors, il y a beaucoup de travail qui reste à faire pour déterminer si des paiements ont été faits en erreur et si oui, les recouvrir. Oui, donc il y a eu quand même ajustement plutôt et adaptation. Enfin, Mme Hogan, vous demandez un examen post-pandémique indépendant sur la réponse du Canada à la crise sanitaire au terme de votre rapport. Dans quel but? À quoi cet exercice servirait exactement? Je pense que c'est important qu'à travers le pays, on a une revue post-pandémique pour informer une prochaine crise ou une prochaine réponse nationale que le pays doit faire. En tant que vérificatrice générale du Canada, je peux seulement regarder les programmes fédéraux et l'argent fédéral. Et la réponse, quand ça vient à la santé, implique les gouvernements provinciaux ainsi que municipaux. Et alors, c'est important que quelqu'un qui a les pouvoirs de regarder à travers le pays devrait le regarder. On devrait être mieux préparé. On devrait mettre l'importance sur la préparation et une valeur sur être prêt pour la prochaine crise. Oui, parce que vous le dites, une prochaine crise, une prochaine pandémie, il y en aura probablement une. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. C'est moi qui vous en remercie. Au revoir. Au revoir.
Après l'Ontario hier, c'était au tour du Québec de présenter son budget aujourd'hui. Le déficit atteindra 15 milliards de dollars pour l'année financière qui est en cours. Le ministre des Finances, Éric Girard, se donne aussi 7 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire, soit en 2027-2028. Les dépenses du gouvernement québécois s'élèvent à 5,2 milliards de dollars pour l'année en cours, principalement sans surprise en santé et en éducation. Aucune hausse d'impôts n'est prévue dans ce budget. Sur ce, je retrouve Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, il y a été beaucoup question de budget cette semaine. Québec, on vient de le voir, mais aussi l'Ontario, entre autres, ont présenté leur budget. Et on a aussi appris finalement que le budget fédéral sera présenté le 19 avril. Joël Denis, je commence avec vous. Sur ce budget du Québec, bon, un déficit de 15 milliards pour l'année en cours. Québec qui se donne 7 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un budget qui, je pense, est ancré dans la réalité, en ce sens qu'on ne mise pas sur l'austérité pour se sortir de la dèche, parce que la dèche, elle est quand même là. L'encre rouge coule à flot, comme vous l'avez dit, pendant 7 ans. Donc, on va continuer d'investir parce que c'est un budget qui doit tenir compte d'une réalité. Nous sommes encore dans une crise économique créée par la pandémie qui n'est pas encore terminée. Donc, il faut comprendre aussi que le Québec mise beaucoup sur l'aide fédérale éventuelle pour pouvoir établir l'équilibre budgétaire. Et cette aide va peut-être venir dans le prochain budget. En fait, on a eu une indication que le gouvernement fédéral était prêt à donner 7 milliards de plus aux provinces pour la santé et les projets d'infrastructure. Donc, peut-être que la situation qui est décrite aujourd'hui, le ministre des Finances du Québec, va être un peu plus rose grâce à ce chèque qui va venir d'Ottawa au cours des prochaines semaines. Oui. Althia, sur le budget de l'Ontario qui a été présenté mercredi, bon, un déficit du côté de l'Ontario de 33 milliards pour cette année. On a aussi chiffré le plan de vaccination, un plan de 1 milliard de dollars, alors que la vaccination accuse des retards en Ontario. Quels vont être les impacts de ça à prévoir sur le gouvernement Ford? Bien, je ne sais pas si le 1 milliard va vraiment sauver tous les problèmes. Il y avait aussi plus de 6 milliards de dollars pour les tests, le dépistage, la recherche des contacts. Le plus gros problème, je pense que c'est vraiment la manière dont semblent les 34 différentes régions de l'Ontario semblent pouvoir mettre leur plan en action. Il y a beaucoup de gens qui ont la misère à se trouver des vaccins. Je pense aux gens qui ont 60 à 75 ans, qui ont le droit d'avoir le vaccin AstraZeneca, qui ne semblent pas trouver de place dans la capitale nationale, comme exemple ici à Ottawa. Mais plus que ça, je pense que les lacunes dans le budget, on a entendu ça du côté du NPD, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les soins de longue durée, qu'il n'y avait pas d'argent pour embaucher des nouveaux enseignants, pour réduire la grandeur des classes, qu'il n'y avait pas d'argent supplémentaire pour des congés payés. Peut-être que le gouvernement mise même avec 186 milliards de dollars, ça se peut que c'est peut-être pas assez, surtout si on rentre dans une troisième vague. Ouais. Conrad, je le disais d'entrée de jeu, on a finalement appris que le budget fédéral va être présenté le 19 avril. Mais entre-temps, surprise aujourd'hui, et Joël le mentionnait, Ottawa a débloqué quelques milliards de dollars pour les provinces pour les aider, entre autres, à faire face à leurs dépenses en santé. C'est une somme qui est non récurrente, c'est ce qu'on a précisé aujourd'hui. On se demande quand même, est-ce que ça ouvre la porte à de possibles augmentations dans les paiements de transfert en santé dans ce budget qui va venir le 19 avril? Moi, je ne le crois pas. Je crois que toutes ces discussions-là vont être reportées après les élections fédérales et qu'on l'a vu avec le budget de l'Ontario hier, celui du Québec d'aujourd'hui et celui du fédéral le 19 avril. Ce sont des budgets préélectoraux et que toutes les décisions difficiles vont être prises après les prochaines élections dans les deux provinces et au fédéral. Donc, je ne crois pas que la porte est ouverte et que les décisions difficiles, comme je vous ai dit, vont être très on s'attend à ce que en 2023-2024, les compressions budgétaires vont être importantes. Ouais. L'annonce de la date du budget cette semaine, ça a alimenté évidemment de plus belle les rumeurs d'élections pour le printemps. Mais quand même, le premier ministre Trudeau a tempéré les ardeurs d'élections printanières cette semaine. Il a donné, entre autres, une entrevue à la radio en Estrie où il a dit que ça allait prendre un petit bout de temps. Et là, je le cite, Joël Denis, est-ce que vous croyez toujours en la possibilité d'élection d'ici le 21 juin? Parce que c'est ce que vous pensez depuis un bon bout de temps. Oui, en fait, j'ai parlé des stratèges cette semaine, puis on m'évoquait 2 dates, soit le 7 juin ou le 14 juin. Donc, il y a des dates qui sont encerclées, mais je vous dirais que vous avez raison de la mentionner.
Justin Trudeau fait un peu du tcha-tcha préélectoral. C'est un petit pas en avant, deux petits pas en avant, deux petits pas en arrière, selon les entrevues et selon aussi la campagne de vaccination que mènent les provinces. Donc, il a un peu refroidi ses ardeurs quand on a appris qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement à nouveau avec ce qui se passe en Union européenne, où on pourrait imposer des restrictions aux exportations du vaccin parce qu'on a de la difficulté à mener une campagne avec succès en Europe, dans certains pays, donc ça pourrait affecter le Canada. Donc, tout ça dépend évidemment sur les succès de la campagne de vaccination. Donc, c'est des variables qui sont entre les mains d'autres personnes qui ne contrôlent pas Justin Trudeau, les provinces et les compagnies qui exportent les vaccins au Canada. Mais on peut voir que M. Trudeau laisse tomber des indices. Des fois, il est prêt à y aller. D'autres fois, il ne veut pas y aller. Donc, on verra au fil des mois. Mais c'est sûr que le budget prépare le terrain à un tremplin électoral. Oui. Althia, de votre côté, qu'est-ce que vous comprenez des paroles et aussi des gestes de M. Trudeau par rapport à la possible prochaine élection? Bien, on sait en fait que depuis, ils avaient commencé à se préparer pour une élection à l'automne. Alors, ils avaient une stratégie d'élection virtuelle et puis qui sont encore en train de planifier une élection pour ce printemps. On nous dit qu'il y a des gens autour de M. Trudeau qui sont pas entièrement d'accord, blablabla. En tout cas, peut-être que c'est du spin, peut-être que c'est vrai. On sait que les conservateurs, ils commencent leur fin de semaine d'action cette fin de semaine en train d'identifier leur vote parce qu'on sait aussi que cette fois-ci, il va y avoir beaucoup plus de bulletins par la poste. Les partis politiques veulent avoir en fait tout leur vote identifié avant même que la course débute. Mais à ce point-là, je dirais que l'entrevue qui m'a plutôt marquée cette semaine, c'était une entrevue avec l'ancien chef d'antenne de CBC, Peter Mansbridge, où M. Trudeau a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau mandat pour son budget du 19 avril. Parce que je pense qu'on a tous pensé qu'il allait peut-être utiliser le budget comme document déclencheur, disant que on avait besoin de la population derrière nous pour dépenser 70 à 100 milliards de dollars de plus pour notre plan après la pandémie, sur quoi on investit, comment est-ce qu'on rebâtit le pays. Puis le fait que M. Trudeau vous dit maintenant qu'il n'y a pas besoin d'un mandat de l'électorat pour ce budget-là, je pense que ça rend les choses un petit peu plus intéressantes. Peut-être que c'est juste un jeu qui se joue durant un gouvernement minoritaire. Conrad, vous en pensez quoi de votre côté? Mais je crois qu'il est évident qu'il veut aller en élection, mais il garde ses options, évidemment, parce qu'il y a une troisième vague qui se pointe et qu'on a vu avec les chiffres au Québec aujourd'hui, ça peut monter très vite. Et donc, c'est peut-être pas ce que l'électorat aimerait avoir, une élection, une période de pandémie. Mais avec les difficultés de M. O'Toole, c'est à peu près, c'est difficile, c'est tentant, c'est difficile de ne pas y aller parce que le congrès des conservateurs en fin de semaine dernière n'a pas été un gros succès pour M. O'Toole et la décision des militants de rejeter la résolution selon laquelle les changements climatiques existent, ça va donner des arguments aux libéraux, évidemment, pour dire que les conservateurs ne sont pas encore sérieux sur cette question-là. Bien, je vais justement terminer avec la décision de la Cour suprême sur la taxe sur le carbone, parlant de changement climatique. Joël Denis, c'est une victoire sur toute la ligne, en fait, pour le gouvernement Trudeau. Est-ce que ça pourrait lui donner des ailes, justement, pour aller rapidement en campagne électorale? En fait, ça clôt le débat juridique, ça c'est une chose, parce que la Cour suprême est le dernier tribunal qui peut rendre une décision en la matière, mais ça clôt pas le débat politique pour autant. Et d'ailleurs, Erin O'Toole a indiqué aujourd'hui, le chef du Parti conservateur, qu'il allait encore abolir cette taxe s'il est porté au pouvoir. Donc, le débat va être présent durant la prochaine campagne électorale, mais M. Trudeau va aussi retrouver sur son chemin certains premiers ministres. Doug Ford, qui n'aime pas cette taxe, évidemment, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, et probablement aussi le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Mais le débat est loin d'être terminé sur la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, même si la Cour suprême a rendu ce jugement. Oui, c'est ça, Althia, justement. Quel impact pourrait avoir ce jugement sur les velléités autonomistes de l'Ouest? Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact, vous pensez? On a vu de Scott Moe et de Jason Kenney qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas encore décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors, on attend de l'information de leur gouvernement d'ici peu. Mais je dirais que la décision était pas surprenante. Si la Cour serait prononcée d'une manière opposée, il y aurait vraiment eu tout un bouleversement ici à Ottawa puis à travers les provinces.
Mais qu'est-ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que la Cour est allée très loin pour dire qu'il y avait maintenant ce genre de nouvelle exception à cause de la crise climatique. C'est une crise existentielle, puis que c'était vraiment... c'était une exception peut-être pour pouvoir avoir des normes nationales. Mais comme le dit le juge Brown, qui n'est pas d'accord avec la majorité, est-ce que cette nouvelle pratique va s'imposer aux normes en services de santé? On ouvre maintenant peut-être la porte à quelque chose de beaucoup plus grand qui veut dire qu'Ottawa pourrait jouer un rôle beaucoup plus large dans les juridictions des provinces. Conrad, le mot de la fin sur cette décision de la Cour suprême qui déclare constitutionnelle la taxe du gouvernement Trudeau sur le carbone. Mais c'est sans doute l'une des décisions les plus importantes depuis 25 ans de la Cour et qui change ou qui confirme, mais qui change la donne entre les provinces et le fédéral et consolide le pouvoir fédéral et le droit du fédéral d'intervenir dans les champs de compétences provinciaux comme l'environnement. Et selon la Constitution, le paix, l'ordre et le bon gouvernement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement du Québec s'est intervenu dans ce procès-là pour prendre la même position que les autres gouvernements provinciaux de l'Ontario et de l'Alberta, parce que ça pourrait avoir des répercussions très importantes dans tous les domaines dans les années à venir. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci pour ces analyses et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Esther. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 25 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, continuez de prendre bien soin de vous. Au revoir.